Je suis Sandrine Massé, professeure à l'ESCP Europe, directeur scientifique de la chaire IoT, Internet of Things, parrainée par 3 entreprises qui sont Schneider Electric, Société Générale d'Insurance et Valeo. Donc merci beaucoup à la chaire Leclerc de m'avoir invité pour ce petit déjeuner sur le thème de robots, Internet des objets, intelligence artificielle, quel impact pour le commerce 4.0 de demain. Donc moi je voudrais vous parler plus sur l'IoT, donc l'impact pour le commerce de demain, et prendre un angle qui est l'angle qu'a décidé de prendre la chaire, à savoir la création de valeur. C'est toujours compliqué de parler pendant quelques minutes sur un thème. C'est le choix que j'ai fait, donc il sera peut-être limitatif. J'espère qu'il apportera un certain nombre de points que vous pourrez discuter plus tard, après avoir vu cette vidéo. Alors je voudrais commencer par rappeler très rapidement ce qu'on appelle un objet connecté, l'Internet des objets. Pourquoi? Parce qu'on entend beaucoup de choses, alors que c'est relativement simple finalement. Un objet connecté, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est constitué d'abord de capteurs. Des capteurs, c'est des instruments de mesure qui vont capter différentes mesures. Ça peut être une température, ça peut être votre pouls, la tension, ça peut être des sons, ça peut être votre visage, des images, etc. etc. Ces capteurs donc vont prendre ces données et les envoyer dans le cloud, où là nous avons des algorithmes, de l'intelligence artificielle, des processeurs qui vont donc traiter toutes ces données. Et ces données sont traitées, pourquoi? Pour derrière prendre des décisions, réaliser des choses. Donc si c'est pour un robot, par exemple, pour le faire avancer, pour qu'il prenne cette décision d'avancer, ou si c'est pour un autre objet qu'il renvoie donc cette information et que derrière il fasse quelque chose. Un objet est connecté, donc c'est un objet qui va être intelligent parce qu'il y a cette intelligence artificielle, mais aussi par la connectivité. La connectivité, elle va venir parce qu'il va être connecté, donc soit avec un humain, et c'est donc une interface humaine, soit avec d'autres objets, d'autres choses. Donc ces objets, nous en vivons les uns et les autres de plus en plus. Ils se sont développés depuis une dizaine d'années maximum dans certains domaines. Plus particulièrement, nous allons regarder maintenant dans le commerce quel est l'impact dans la distribution. Alors tout est smart grâce à cette intelligence artificielle. On entend sans arrêt ce mot. Des smart devices, des smartwatches, smart home, smart city, smartphone, même si ce n'est pas un objet connecté, mais c'est une interface fondamentale. Smart agriculture. Alors, smart commerce, smart commerce, nous allons voir que oui, en effet, tout est possible. Tout va être réalisable avec ces technologies. Maintenant, moi, c'est la ligne que je voudrais aborder et peut-être un conseil ou une remarque de ce que j'ai pu voir. Je pense qu'il faudrait se concentrer sur les choix les plus créateurs de valeur. Alors, bien entendu, il y a eu déjà plusieurs phases dans le commerce avec les objets connectés avec l'IoT. Toute une première phase qui a consisté à utiliser l'IoT pour réduire les coûts essentiellement de logistique et augmenter la productivité. Je voudrais vous montrer maintenant quelques exemples qui vont permettre d'illustrer donc cette première phase. Donc une phase très orientée, je le répète, réduction de coûts. L'IoT, donc, comme vous le voyez dans cette vidéo, qui est une vidéo donc d'un entrepôt chez Amazon. Donc l'IoT, ce sont des robots, donc des robots connectés les uns aux autres, gérés par l'intelligence artificielle et qui vont aider donc à soulever, à transporter, à aller chercher des commandes, des objets et donc à aider les personnes qui vont être encore dans les entrepôts pour faire des tâches que ces robots ne peuvent pas faire parce qu'elles demandent de la précision, de la finesse. Donc on va leur attribuer des tâches qui vont aider ce qu'on appelle les pickers, ces individus qui vont faire donc les commandes et les assister. Chez Amazon, on peut lire depuis quelques temps, alors ça va peut-être évoluer, mais on peut lire qu'un employé sur 7 est maintenant un robot. Donc dire la place qu'ont les robots. Alors grâce à ça, ça a énormément réduit certains coûts, ça a accéléré aussi les apprentissages, ça a accéléré la réalisation des commandes, ça a diminué les taux d'erreur et donc en bout de chaîne, ça a augmenté la satisfaction des clients. Un autre exemple, une plaie dans les magasins, ce sont les ruptures de stock. Elles sont là, elles sont nombreuses, elles sont parfois inévitables, elles peuvent être complètes, elles peuvent être partielles. Donc partielles, c'est un moment de la journée, vous allez avoir 2 heures sans un produit sur une étagère, c'est quand même une catastrophe. C'est encore plus une catastrophe quand vous êtes une marque, que vous faites une promotion sur vos ventes, que vous allez le dire à la télé, à la radio, sur le web, que vous allez faire venir votre consommateur ou que votre consommateur va venir dans les rayons, sachant et entendu et en vue dans son prospectus qu'il y a la promotion et qu'il ne va pas trouver le produit.
En effet, les ruptures de stock sont encore plus fréquentes pendant les périodes promotionnelles. C'est normal, on peut le comprendre. Lorsque vous avez des ventes qui vont être accélérées, qui vont être multipliées par 2, par 3, des fois par 10, sur une période très courte, c'est quand même compliqué de rempoter en permanence et d'être présent. Donc les ruptures de stock partielles vont être plus nombreuses en période promotionnelle. Alors comment éviter ça? On peut mettre des personnes. Et puis on va pouvoir aussi, à nouveau, comme vous le voyez à l'image dans ce petit film, utiliser des objets connectés. Donc ici un robot, et un robot donc qui va scanner les rayons, qui va connaître aussi les planogrammes, qui va être capable donc de voir quand il y a un trou donc c'est un espace vide, donc une rupture de stock, et donc qui va à nouveau avancer le travail des personnes qui vont venir rempoter, parce que les robots n'auront peut-être pas la capacité de rempoter, ça demande de la précision. Ces robots qui vont aussi être capables de lire, de scanner quelles sont les dates limites de consommation, et donc de faire ce travail en mettant dans des tableaux de bord ensuite à disposition des employés du magasin pour leur accélérer la tâche et savoir où en priorité ils doivent aller pour rempoter, pour remettre en rayon. Réduction des coûts, là ici des ruptures de stock, et donc derrière une meilleure rotation, donc au bout du compte des ventes supplémentaires. L'IoT et les robots, alors j'ai fait plus un choix de robots vu la thématique du petit déjeuner, ça va vous aider aussi à réduire des coûts d'entretien. Ici c'est la SNCF avec une poubelle qui va avoir des caméras et qui va détecter quand vous faites un geste que vous souhaitez comme jeter quelque chose et qui va s'approcher de vous et qui va donc avaler vos déchets. Réduction des coûts d'entretien. Le IoT, c'est aussi les voitures autonomes ou les véhicules autonomes. Ici, vous avez une photo d'un véhicule autonome. Nous sommes à San Francisco. C'est donc un robot qui s'appelle Marble. Et il a été lancé en début d'année 2017, comme vous le voyez sur la date qui est indiquée. La seule chose, c'est qu'en mai 2017, la mairie de San Francisco, et je répète, nous sommes à San Francisco, la mairie de San Francisco a décidé d'interdire ce petit robot, sous prétexte que ça pouvait être dangereux pour les personnes et les piétons. Mais oui, se pose la question donc du statut pour le robot dans l'espace public, qui n'existe pas. Donc il y a certains États qui sont aux États-Unis en train de prendre des législations. C'est pas forcément encore le cas dans d'autres endroits du monde. Donc ce que je veux illustrer, c'est que les voitures autonomes, c'est extrêmement pratique. Une fois de plus, ça va nous permettre de gagner en livraison, en rapidité, en sécurité de livraison. Maintenant, il va falloir qu'un partie prenante qu'est la société et des législations soient aussi concernées pour donner éventuellement un statut à ce genre de nouveaux individus qui arrivent dans notre société, donc les robots, dans l'espace public. C'est le cas aussi des drones, donc avec Amazon qui va faire des tests, et maintenant des tests en réel, sur l'Angleterre. Donc j'imagine que vous avez déjà vu la vidéo dans un des autres petits déjeuners, sinon je vous invite à le regarder. Donc un test qui date de décembre 2016 avec un entrepôt donc, dans le sud de Londres, où vous allez être livré en moins de 15 minutes, moins d'une demi-heure, entre le temps où vous allez commander et voir arriver chez vous votre produit. Donc, on le comprend, des réductions de coûts de livraison, de maintenance, d'organisation, donc des gains de productivité très importants pour le commerce en général, pour la distribution grâce à l'IoT. Nous rentrons maintenant dans une seconde phase où on va pouvoir utiliser l'IoT dans une optique qui va être plus orientée vers le client. Alors, à nouveau, je pense que ça va quand même être très orienté réduction de coûts et de coûts de consommation, faire ses courses pour le client. Avant cela, je voudrais vous rappeler, pour le client, pour les individus, quels sont les modèles de la technologie et de l'adoption de la technologie. On a un modèle que l'on utilise, nous, les académiques, dans beaucoup de nos recherches, qui est vraiment très très simple, qui a été un peu complexifié, mais qui est très simple et qui, je pense, est très approprié, entre autres dans l'IoT. On a deux mots-clés pour le consommateur, pour le client. L'adoption d'une technologie, elle va dépendre de sa facilité d'usage et de son utilité. Pas facile d'usage, pas prix. Pas utile, pas prix. Il y a une justice. La facilité d'usage, on verra quelques exemples tout à l'heure, et l'utilité, qu'est-ce que c'est que l'utilité? Prenons là dans l'économie et définissons l'utilité comme de la valeur, c'est-à-dire des bénéfices moins des coûts. Donc des bénéfices de consommation, des bénéfices à faire ses courses, moins des coûts à faire ses courses, des coûts de consommation. Donc dans les bénéfices, on va avoir tout ce qui va être trouver le bon produit au bon moment, l'expérience, éventuellement des bénéfices de socialisation qu'on va trouver grâce à notre consommation et lorsque l'on faisait nos courses les uns les autres.
lorsque l'on achète. Mais il y a des coûts aussi, et ces coûts, c'est le coût à rechercher l'information et le bon produit, c'est donc du temps, des coûts cognitifs, des coûts de rupture de stock potentiel, des coûts de transport, de stockage, des coûts en termes de paiement. Si c'est difficile de pratiquer son paiement, et si c'est long, s'il y a des queues à la caisse, tout de suite c'est coûteux. Si on peut réduire ces coûts, on va gagner. C'est ce que l'on voit de plus en plus avec beaucoup de technologies, donc d'intelligence artificielle, qui essayent d'œuvrer sur du paiement automatisé, grâce par exemple à la reconnaissance faciale, avec Alibaba Pay par exemple, qui a développé ce genre de service. Quelques exemples donc, pour illustrer ceci. Alors en termes de coûts cognitifs, on parle de robots aujourd'hui. Donc voici un robot, c'est Easy, qui a été développé par une entreprise qui s'appelle Ease Robotics. C'est une borne d'accueil et donc qui est développée, je crois, en test dans certains magasins de chez Monsieur Leclerc, dans le sud de la France. Donc j'espère que vous pourrez nous faire un retour sur ce type de robots et en quoi ils sont utiles. Ils permettent donc d'ajouter de l'utilité à nos consommateurs quand ils font leurs courses, éventuellement réduisant des coûts cognitifs pour trouver les produits plus rapidement. Alors, en même temps, moi j'ai envie de dire, il ne faut peut-être pas trop non plus en attendre les uns et les autres quand on va faire nos courses ou que ce soit. On est quand même souvent assez pressé et aller pianoter pendant un certain temps ou alors parler avec un robot pendant un certain temps lorsqu'on doit faire ses courses. Des fois on a le temps, des fois on n'a vraiment pas le temps, donc il ne faut pas non plus en attendre plus que ce qu'ils peuvent nous donner. Un autre exemple d'expérience de shopping, c'est la réalité augmentée. Donc oui, qu'on voit se développer. Alors moi, ce que je pense, c'est que ce genre d'expérience de shopping vont être extrêmement intéressantes, mais dans des points de vente qui eux-mêmes seront très expérientiels. Vous vendez des habits, des vêtements, du maquillage. C'est le cas de Sephora, avec son application... différentes applications, ou L'Oréal avec son application. Donc là, oui, on va être en recherche d'objets qui vont ou de services innovants qui vont nous permettre d'avoir une réalité augmentée, de tester les produits et de passer du temps finalement dans quelque chose qui va être du plaisir. Mais c'est aussi directement chez le client que ça va se développer et que les objets connectés vont avoir une place à part entière. Oui, les uns et les autres, ça nous arrive d'avoir des ruptures de stock de certains produits. Alors certains produits, c'est plus embêtant que d'autres, d'où l'invention d'Amazon qui est arrivée, donc qui marche plutôt très bien apparemment sur les États-Unis, qui est arrivée sur la France depuis peu de temps avec ses dash buttons, donc que vous achetez et que vous allez donc sur lesquels vous allez pouvoir appuyer pour pouvoir lancer la commande, et la commande qui arrivera par Amazon. D'autres exemples de réapprovisionnement à distance, donc tous ces objets qui vont nous permettre, une fois de plus, là, de réduire le coût de rupture, parce que c'est coûteux pour nous, les uns et les autres, d'avoir des ruptures de stock. C'est directement sur les produits, par exemple, c'est Nespresso avec la machine qui s'appelle Prodigio, où vous allez avoir donc la machine qui va être connectée avec une application et qui va suivre la consommation de vos capsules, et donc savoir où vous en êtes exactement dans le nombre de capsules et vous indiquer quand il faut lancer la commande. Ou alors des fabricants qui vont développer des solutions avec Amazon. Et donc, c'est le service qui s'appelle Amazon Dash Replenishment, avec cette image, vous voyez ici, de Brita, où directement sur le produit Brita, vous allez avoir un bouton, vous allez appuyer dessus quand vous voyez que vous êtes en rupture de stock de recharge, et la commande va être lancée, arrivera votre recharge, et donc vous serez sauvé. Je vais terminer avec les assistants vocaux qui sont aussi là directement chez vous. Donc ici, j'ai choisi plutôt un assistant de chez Alibaba. Maintenant, tous en ont. Donc, nous avons Google et puis Amazon qui sont les deux grands leaders. Mais ces assistants vocaux vont être au sein de votre foyer. L'idée est qu'ils se connectent de plus en plus avec la maison et avec les autres objets connectés de la maison. Donc, ils auront un rôle essentiel puisque vous allez pouvoir leur donner des ordres, vous particuliers, et puis que derrière, éventuellement, il pourrait y avoir des commandes directement sur le site d'Amazon si c'est sur Amazon, mais il pourra y avoir ensuite des connexions avec les autres objets et des interfaces, d'où pour Amazon d'ailleurs un nouveau business model qui est en train de s'orienter autour de quoi. Souvenez-vous, quand je vous avais présenté les objets connectés, je vous avais dit que c'était des capteurs et des capteurs pour collecter des données.
Donc nous sommes au cœur du business model des objets connectés, hein, c'est-à-dire la data, pour ensuite la traiter, mieux comprendre notre consommateur, hein, et derrière anticiper peut-être ses demandes, et puis revendre ces données, hein, et donc les revendre sous forme aussi publicitaire et de revenus publicitaires. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Je vous souhaite une belle conférence et je vous remercie à nouveau beaucoup de m'avoir invité pour ces quelques minutes.